c'est 2-3%. Hein. Tout le reste, c'est des labos. Tout le reste, c'est des idées. Les primes d'excellence. Malheureusement, les primes d'excellence, c'est pour les chocus, quoi. Hein. Et pour les plus flexibles, les plus malléables, etc. Importante. 2%, mais pour 2-3% des collègues. Imaginez-vous, 15 000 euros, 20 000 euros par an. Mais ce tuto, c'est la guerre de tous contre tous, c'est tout ça. Bravo. La syndicaliste de l'université fédérée dans ces conditions, hein, ça marche, hein. IDEX, l'APEX, etc., etc., etc. Alors, nous disons excellence, oui, mais pour tous. Hein? Et puis ces primes d'excellence, il faut. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour revaloriser nos salaires qui sont bloqués depuis 20 ans pour tout le monde? Oui, mais attention, ça marchait. La BEX, IDEX, etc., etc., etc. L'ATEX, non, l'ATEX, c'est ok, d'accord. Vous voyez? Donc, non, attendez. Non, mais, on en rit, mais je vous assure que c'est devenu un supermarché. C'est devenu un supermarché. Une espèce d'entreprise privée. D'ailleurs, vous savez comment on appelle aujourd'hui les unités de valeur de l'époque? Les crédits européens, crédit transfert fiscal. ECTS. Quand tu vas faire ton... Moi j'ai dit aux étudiants, il faut venir avec le caddie. Non mais, la sémantique, crédit... Non, j'exagère à peine, hein. La réalité, l'horreur universitaire, c'est encore des crédits. Donc, tu vas faire des crédits. Vous imaginez l'enseignement d'accumulation de crédits. Voilà. Il y avait 180 crédits, on a une licence. Donc, fonctionne comme une entreprise. À tous les niveaux, mécanisme de compétences, système arbitraire d'évaluation, voilà, des dispositifs d'évaluation et de classement sur des critères opaques, sur des critères, comme je dirais, le classement de Shanghai. D'où ça sort, Shanghai. Shanghai. Alors évidemment, il y a très peu d'universités françaises. Hein. Donc, vous voyez, tout ça dans l'opacité, cette logique quoi, de compétition. Et on voudrait que les individus, et ils y arrivent, hein, se plient à des relations concurrentielles. Concurrence entre collègues, entre labos, entre fac, etc. Ça y va à fond. Hein. D'autant plus que la LRU, et oui, c'est... Allez-y, oui. Non, quoi? Je n'ai pas entendu, vous avez une remarque qu'on peut... Non, pour imager la oui. concurrence, j'avais dit tout pour ma gueule. Tout pour ma gueule, ouais. Alors, la LRU, c'est quoi? Il te donne une somme globale, démerde-toi. C'est ça l'autonomie. Alors, tu peux évidemment augmenter. Si tu n'en as pas assez, parce qu'elle est insuffisante, évidemment, il y a des variables d'ajustement. Qui sont, tu supprimes des postes, ou tu ne chauffes pas, ou tu augmentes les droits d'inscription des étudiants, ça c'est intéressant parce que c'est la grève, c'est ça qui touche. Voilà, variable d'ajustement, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça l'autonomie. On te donne une somme et démerde-toi, on reviendra tout à l'heure sur le fonctionnement. Ça marchait, la concurrence, oh là là, c'est devenu un milieu très individualiste, très insolidaire, et Dieu sait si je parle en tant que syndicaliste. Hein. Et depuis 20 ans, on se laisse. Et alors, cette idée de capital humain. Magnifique, le capital humain. L'homme est un capital humain, vous voyez. Voilà. Alors, et en même temps, filtrage idéologique. Hein. Moi, pendant 10 ans, on peut le dire, je suis communiste et non repenti. Pendant 10 ans, j'ai fait des travaux dirigés. Parce que j'ai été jugé par la commission de spécialistes. Un communiste ne peut pas être objectif et neutre, donc j'ai été privé de cours magistral. J'étais spécialiste travaux dirigés. Et mon syndicat n'a pas dit grand-chose d'ailleurs. Ça s'appelle du macartisme, hein, de l'interdit professionnel. Mon syndicat n'a pas dit grand-chose. Hein. Un peu mou, quoi, vous voyez. Donc, et en même temps, à travers la réforme des masters, on va le voir, modification de la provenance sociologique des étudiants. Hein. Donc, tri sociologique des étudiants et des enseignants. On verra tout à l'heure, à travers la masterisation. Hein. Voilà. Donc, les collègues, le doigt sur la couture du pantalon, les jeunes collègues, soumis aux experts, aux machins qui arrivent, qui évaluent l'ARS, l'ARN, etc. Hein. Et les agences, des experts. Je ne sais pas qui les a désignés, etc. Donc ils viennent, il y a 2 grandes agences nationales, etc. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà comment ça se passe aujourd'hui. Hein. Donc la guerre de tous contre tous, etc. Voilà. Alors, la vulgate libérale, voilà. Remise en cause fondamentale des logiques de nos métiers qui étaient solidaires
collégiaux, etc. Oui. Autonomie, mais autonomie oui, mais c'était l'autonomie pédagogique, l'autonomie scientifique, etc. Et une espèce de fondamentalisme, quoi, depuis ces années dont j'ai parlé tout à l'heure, Bologne et Lisbonne. Depuis 20 ans, dans mon département, on a perdu 7 semaines de cours, avec les différentes réformes accumulées, contre-réformes. 7 semaines. 7 semaines. Concurrence entre établissements. Alors, tu t'imagines Pau coincé entre Toulouse et Bordeaux. Les grands pôles. La politique, c'est une douzaine de grands pôles. Donc, tu n'aménages pas le territoire, tu le déménages. Évidemment, Pau, ça va être... Et Pau, ça sera pourquoi le fils de pauvre. Évidemment, des universités dites de proximité, qui risquent d'être comme des collèges américains, hein, cantonnés au premier cycle, voilà, et le reste, Toulouse-Bordeaux. Et presse citron, les grands pôles. Donc vous voyez à quel point c'est dangereux. Donc vous voyez à quel point hiérarchisation, hein, concurrence, etc. Donc les bons profs, entre guillemets, hein, ils ne vont pas aller à Pau. Hein. À Pau, on fait de la consanguinité comme dans toutes les petites universités. Les concours ne sont plus des concours. Dans 80% des cas, c'est des cooptations. Excusez-moi, je peux le citer de nombreux cas. Non, mais à un moment donné, pas dans le bois. Hein. Il faut, si on veut réformer les choses, pousser au cul, il faut... Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de privatiser les universités, parce que la privatisation, elle est rampante. Elle dit, ça y est, le verre, il est dans le fruit. Il n'y a pas besoin de les privatiser. Elles sont gérées aujourd'hui avec des logiques entrepreneuriales. Les salaires nous sont versés aujourd'hui par l'université, etc. Donc, ça donne un recul de la démocratisation, incontestablement. 55% des étudiants sont dans des filières de relégation. La fac de lettres aujourd'hui, c'est une filière de relégation. Évidemment, ils sont là par défaut. 20% d'une classe d'âge qui sort sans rien. Des taux de chômage importants chez les jeunes, je les citerai tout à l'heure sur les chiffres, mais surtout chez, évidemment, les fils de pauvres, de salariés, et 20% d'une classe d'âge, je le dis, qui sort sans rien, recul de la démocratisation, des logiques utilitaristes. Alors ça, mon vieux, nous on a un mal fou. La recherche en lettres, c'est de là. Il faut faire de la recherche qui soit appliquée à Pau. Pour avoir de l'argent, il faut soumettre un projet qui fasse référence à Total ou à Turboméca. Et là, tu as du fric. Hein. Mais en lettres, c'est les propos scandaleux de Sarko, souvenez-vous. Hein. La médiocrité des chercheurs, les fainéants, etc., etc. La recherche aujourd'hui, il faut que vous sachiez, avant, tu avais une somme, il y a 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, même, une somme récurrente. Maintenant, c'est sur contrat. Attention, vous voyez le filtrage, etc. Hein. Sur contrat. Voilà. Donc, recentrage sur les disciplines utiles, rentables et pragmatiques. Donc, philo, sociaux, lettres, etc. Langue. Les humanités. Non, mais je le vis tous les jours. Hein. Tous les jours. Il y a des difficultés qu'on a en fac de lettres. Donc, la concurrence, la collégialité, on arrive à sauver un petit peu, mais voilà. On est aujourd'hui, il y a un gouvernement de droite qui vient, tout est en place pour qu'on nous passe à la fonction publique territoriale, pour qu'on dépende du conseil régional. Tout est en place, tous les leviers sont en place. Donc, attaque contre le statut. Hein. Là, LRU a couronné tout ça. Hein. Mais la LRU, c'est pas Pécresse, c'est les socialistes qui ont commencé sur le processus que j'ai décrit. Attali, depuis Attali, Bologne, etc. Et tout ça, c'est consensué. Sauf, bon, on fait sur la recherche, sur l'université, c'est Victor Hubert. J'ai fait un débat avec lui sur Radio Monte Carlo. Il m'a dit la LRU, c'est une merde. Bon, j'ai dit d'accord, Bertrand, on a lutté ensemble, donc on va l'abroger. Non, on va l'aménager. Je dis, merde, ça n'aménage. Non, mais il était tellement à gauche que. Il était vraiment à gauche, il était responsable au Parti Socialiste, c'est l'université Lambouleguet. Hein. Voilà, et il était le président de l'université Toulouse-le-Végraille. Voilà. Donc, le modèle républicain d'une université ouverte à tous, ayant pour vocation l'accès de tous, hein, à la connaissance le plus élevée possible, etc., c'est fini.
On réduit tout ça à l'acquisition de quelques fondamentaux pour économiser moyens, mais surtout pour former essentiellement des gagneurs et des élites, et le reste étant des perdants. Voilà. Donc voilà une école qui... c'est Bourdieu. C'est Bourdieu, c'est les héritiers, etc. etc. Et recul de la démocratisation. Hein. Le monde dit 10%. Recul de la démocratisation. On n'avait jamais vu ça, l'ascenseur social, en règle générale, bon, il fonctionnait, puis il était en panne, mais ça ne régressait pas. Maintenant, ça régresse. En même temps que recul des effectifs. Hein. Bon, ce sont des choses quand même qui sont inquiétantes. Moins d'enseignants. Vous savez qu'on a supprimé les IUFM, Institut de formation des maîtres, donc vous pouvez être enseignant, même si vous êtes jardinier, etc. C'est un métier qui ne s'apprend pas. Voilà, ce métier, il faut une vocation pour ça, c'est tout point, pas la peine. Et on te les balance, allez, dans les classes, etc., avec 15 heures, voilà. Donc, tout ça pour des raisons à la fois d'économie de moyens et idéologiques, on y reviendra tout à l'heure. Donc, attention, l'offensive, elle est, si vous voulez, l'État, je crois qu'on peut dire, il a renoncé à former les élites à l'université. C'est évident. Les élites, elles se forment en classe préparatoire aujourd'hui. D'ailleurs, un étudiant en classe préparatoire, ça coûte 13 000 € par an. À l'université, 7 000. Tu vois? Donc, l'équité, on ne parle plus d'égalité, on parle d'équité. Attention à la sémantique aussi. Hein. Moi, mes étudiants, la plupart de lettres, hein, ils travaillent à Mato, machin, à Quick, donc ils vivent avec moins de 200 € par mois. Attention à la paupérisation, il n'y a pas de paupérisation des universités. Plus de 100 000 étudiants sont sous le seuil de pauvreté. Voilà. Et dans cette fameuse LRU d'août 2007 contre laquelle on s'est battu, on a perdu. Parce qu'à la fin, moi, il y a rien qui nous a lâché. L'autonomie, il n'y a pas plus mystificateur que ça. Et alors c'est marrant, quand je vais au Mexique, putain, quand je leur dis, oh là là, parce qu'à l'Amérique latine, l'autonomie, c'est une conquête révolutionnaire. Bon, nous, on est un État fort. Nous, moi je dis, il faut avoir le courage. Il faut avoir une pensée, comme on dit chez moi, couillue. De dire, il faut plus d'État. Cette autonomie, c'est une autonomie en trompe-l'œil, je m'explique. C'est une fausse autonomie. Jamais on a eu autant d'experts, de machins qui viennent, qui t'évaluent, etc. Jamais. On ne sait pas qui les désigne. Donc, si vous voulez, je l'ai dit, l'établissement reçoit une dotation globale, voilà, renégocier avec l'État, mais l'essentiel reste de l'État. Donc, autonomie. Autonomie, ça veut dire, quand vous entendez ce mot, désengagement de l'État. Ça veut dire ça en France. Ça veut dire risque de régionalisation. Voilà. Et alors, attention, un mot magnifique aussi, la gouvernance. Ça, c'est le mec le plus ultra. Ah, c'est un concept de la Banque mondiale. Hein. La gouvernance. Et alors, si tu n'en as pas assez avec la somme globale, démerde-toi. Chaque université doit se trouver des fondations, des financements, les fameux partenariats public-privé qui viennent de faire un flop, le monde. Voilà. Et alors, des fondations. Imagine-toi, en langue étrangère appliquée, des fondations. Quand tu es en physique, machin, avec Turboméca, Total et tout ça, ça marche, mais les disciplines littéraires, hein, voilà. Et alors, la déconcentration. On déplace les lieux de pouvoir, mais si vous voulez, c'est pas une démocratisation. Un autre terme qui est piégé, harmonisation. Mais c'est pas une harmonisation européenne. Moi, je voyage beaucoup, j'ai été voir les indignés sur la Porte del Sol, etc. Je me suis rendu compte que ce n'est pas une harmonisation européenne sur des valeurs partagées, mais c'est un élément de la globalisation financière. C'est pas une harmonisation, c'est un nivellement vers le bas. Voilà, des politiques néolibérales pour déréglementer. Vous voyez, on passe de la raison à l'utilité, à la rentabilité, etc. Hein. Donc, on ne parle pas d'émancipation, le maître mot, les maîtres mots, c'est adaptation. Individualisation de la gestion des personnels, surtout pour les pauvres iatos. Entretien avec les chefs, etc., etc. On parle désormais de compétences. Et de moins en moins de savoir. Hein. Et en même temps, on voudrait aussi, à quel moment on va. Et je trouve ça super. Je ne sais pas ce que tu as général. Le discours, tu ne sais pas ce que tu as général. Mais bon. Non, mais vous avez annoncé ce que tu as général. Je ne sais pas ce que tu as général. On veut nous rendre un peu responsables du chômage. Quand il parle d'adaptation de l'université à l'économie et à la société, attention, piège. 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 Ça veut dire toujours adaptation aux besoins à court terme du patronat. Ça veut dire ça. Donc, quelle logique, quel besoin, quelle société, sur quelle base. Moi, je suis pas contre, mais attention, tout est piégé. Tout est piégé.
Et vous avez des lobbies qui sont à l'œuvre, notamment à Bruxelles et à Strasbourg. Il y a un lobby qui s'appelle Table ronde des industriels européens. Oh là 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 là. Ils ont fait des rapports. L'un s'appelle État et compétences en Europe, Éducation et compétences en Europe. L'autre qui s'appelle L'université est une entreprise industrielle. Et ces mecs-là, nous les syndicats, on ne fait pas de lobby. Hein. C'est bon, on est 8% de syndicats à l'université. Bon. On est le dernier village gaulois. Hein. Je vous assure. Voilà. Alors, et ça a été, tout ça s'est repris par le fameux livre blanc de la Commission européenne. D'autres concepts à la mode, l'employabilité, la flexibilité, la mobilité, la formation tout au long de la vie. Même la sémantique, ils ont même piégé la sémantique. Vous voyez, voilà. Alors, et la masterisation. Ça, c'est magnifique. Masterisation. Le mot est très fort, c'est masterisation. Master 1, 4e année, et là, vous avez un filtre. En fait, vous avez un filtre. Le Master 2, c'est la 5e année, et vous avez une voie recherche et une voie enseignement. On a allongé d'un an, en supprimant les IUFM, donc en supprimant le petit salaire qu'avaient les étudiants. On allonge d'un an, on ne donne pas les moyens. Recul de la démocratisation. Et effectivement, vous verrez les chiffres tout à l'heure. Donc, et en même temps, on a supprimé, donc, on a les concours. Oh là là, la même année, pour devenir prof, il faut la même année le Master 2, le concours et un mémoire. Les concours, tu les passes en automne. C'est ahurissant. Oui. C'est ahurissant. Tu n'as plus de stages rémunérés, etc. Bon, ça, c'est les réformes Sarkozy. Attention, hein, le fromager, il n'a pas dit qu'il allait revenir, on va en discuter tout à l'heure. Et les jeunes, ils se sont balancés sur le terrain, 15 heures, les jeunes. Attention, toujours dans des départements difficiles, et avec peu de formation. Donc, on a réduit la qualité de la formation, on ne les payait pas en supplément, et on a accentué la ségrégation sociale. La recherche, je l'ai dit, de plus en plus, recherche appliquée, entreprise, des agences de financement soumises au patronat, etc. Le choix des thématiques. Moi, j'ai des collègues qui sont obligés de faire la recherche individuelle parce qu'ils ne rentrent pas les thématiques. Dans les thématiques qui sont quasiment imposées. Donc, en fait, de moins en moins d'autonomie de la recherche. On glisse du statut vers le contrat. Avec la gestion, comme une entreprise, le président fait ce qu'il veut. Hein. Donc, tu glisses le peuple de statut vers contrat, individuel, variable, etc. Vous voyez, voilà. Et pour imposer ça, une gestion de plus en plus présidentielle et des primes. Et des primes. Voilà. Et marginalisation des instances représentatives. On y est, conseil de faire de ça, mais c'est de plus en plus marginaux. Hein. On peut même embaucher, le président peut même embaucher aujourd'hui sans passer par des contrats. C'est ce qu'a fait La Rochelle. Donc, je disais tout à l'heure, quelle différence entre l'équité et l'égalité? L'équité, c'est en fait, c'est corriger les déséquilibres du marché. L'égalité, c'est l'accès pour tous, c'est un droit politique. Hein? Alors, chez les jeunes, ça produit, vous ne pouvez pas vous imaginer les dépressions chez les collègues, chez les jeunes, etc. Parce que je suis un enseignant, vous le voyez, qui descend de l'arène, quoi, qui est proche des jeunes, etc. Dévastation sociale et personnelle, violence faite aux jeunes, quoi. C'est cette espèce de contre-révolution dont les jeunes sont sacrifiés, notamment les jeunes les plus pauvres, quoi. Voilà. Donc, pilotage du supérieur sur des critères tout à fait libéraux. Ah, autre chose. Le cadrage national des diplômes, qui garantit quand même la valeur nationale, le cadrage national. Avec Lola Pécresse, c'est quasiment fini. Bon. Ces deux agences de merde dont on demande la suppression, l'ARS, pour évaluer. Alors là, on est capable, nous on a des procédures, l'ARS, ils nous ont mis en place l'ANR, une agence de coordination de la recherche. Financement sur projet, je l'ai dit. Voilà. Donc, on est en train de sortir de la loi de 84, je crois que c'est la loi Savary, tu te souviens. Donc, depuis 30 ans, depuis 20 ans, 30 ans, on est passé à autre chose. Donc, je crois qu'il faut avoir le courage de dire, nous les militants, qu'il faut un pilotage national qui doit rester très fort, qu'il faut des leviers pour réguler, qu'il faut... L'objectif, il était beau, 50% du classe d'âge de la licence. En ce moment, on a 16%. 16%. Donc, il faut dire, on veut plus d'État, il y en a marre de cette autonomie en trompe-l'œil, etc., etc., etc. Et alors, il nous faut, et je vais conclure, des assises pour l'instant. Avec Hollande, nous avons des assises du supérieur le 26 novembre. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'université, donc il faut des assises. Putain qu'on le sait qu'on n'a pas besoin d'initier aux assises.
de la poudre aux yeux. J'aurais aimé que les syndicats le disent clairement. Ces assises sont organisées à la hâte, c'est pas une réelle concertation, dans l'opacité, c'est un rendez-vous manqué. Et en plus, on sait de quoi on a besoin. Hein. Chez moi, c'était une réunion de notables. Vous voyez un représentant par organisation syndicale, la dose homéopathique. Les assises. Ceux qui viennent assis. 50 000 précaires, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler. Et précarisation galopante, etc. Ça, ils ne veulent pas en parler. Tout ce qui est moyen, évacué. Moi, je suis allé dire, eh bien, on pourrait la LRU. Non, c'est pas dessus. Comment? Non, on commence par ça. Relation de la LRU. Vous voyez donc, des conditions de travail qui se dégradent au détriment d'eux, hein, de la réussite des étudiants, etc., de nos missions. Hein, voilà. Donc, des luttes insuffisantes. Des luttes, il reste quoi? Un syndicat, des SUB, sur la recherche sur l'université, des collectifs, pas de grandes figures, un émiettement des luttes. Pourtant, ça, on a essayé sur les rues. Les collègues aujourd'hui, ils sont tellement, comment dire, la tête sous l'eau, tellement dans ces dispositifs individualisés, etc., qu'ils s'engagent parfois en situation, mais voilà. Donc, que fait la gauche de nos revendications, de nos propositions? Elle veut nous faire croire avec ses assises qu'il y a discussion. Le gouvernement vient d'annoncer l'intention de réduire la précarité, mais il reste enfermé dans le cadre du budget de 2013, qui est un budget de rigueur. Il annonce 1000 créations d'emplois pour le supérieur, et ce n'est pas un plan de création d'emplois. Il applique la loi Sauvadet. Il affirme vouloir, parce que vous savez, c'est toute la différence entre la droite et la gauche. Ils ont de la bonne volonté. La différence entre la droite et la gauche, la différence entre le manche à balai et la vaseline. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est dans mon village, c'est pas à l'université. Hein. Voilà. Mais il affirme vouloir réduire la précarité. Mais où sont les postes de titulaires? Où est l'augmentation de la masse salariale? Vous voyez? Donc, attention, tu ne peux pas le faire sans moyens. Et en même temps, ils utilisent la crise pour faire pression, pour nous culpabiliser, etc. Donc, conclusion, parce que je ne veux pas vous lasser. La mondialisation est un projet de classe. Excusez-moi, c'est peut-être un gros mot. Mais voilà. Et ce que nous vivons, l'horreur universitaire, montre que ce que dit le russe, là, Jacques Nikonov, la situation de l'université vraiment accable cette Europe libérale. Ça montre l'échec de l'Europe libérale. On est, l'université est à bout de souffle. Et c'est le résultat d'une politique de 30 ans, menée par les uns et par les autres. Attention, hein, ça il faut bien le souligner. Donc je pense qu'il n'y aura pas de solution restant dans les schémas idéologiques qui sont aujourd'hui dominants, qu'il faut poser la question du dépassement du capitalisme. Je pense que le mouvement syndical doit participer en tant que ce mouvement syndical autonome à la construction d'alternatives politiques, comme ça s'est fait dans des pays de sauvage, là-bas les Indiens, en Bolivie, en Équateur, au Venezuela, etc. Non mais, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut dire, parce que chaque fois qu'on porte atteinte au service public, on fabrique de la pauvreté. C'est évident. Et toute attaque contre les services publics génère des inégalités. Donc l'objectif des uns et des autres, c'est de perpétuer le système de domination et la colonisation des esprits. C'est évident. Ils ne veulent pas y toucher. Vous comprenez bien. Le capitalisme, c'est l'horizon indépassable de l'humanité. Hein? Le fameux TINA, il n'y a pas d'alternative. Pour les uns comme pour les autres. Hein? Voilà. Donc, nous devons parler en termes de service public, réintégrer la sphère publique. Et ils veulent surtout en finir, moi c'est marrant parce qu'ils me disent tu rêves tout le temps, hein, y compris les camarades de gauche de l'université. Ils veulent en finir avec les rêves émancipateurs, la raison des Lumières, l'engagement fort de l'État, la régulation nationale, tu rêves, ils me disent. Donc, moi depuis 30 ans je résiste à l'université. Je me pose la question à quel moment on va passer à l'offensive. Je vous ai dit ce que Hollande nous a promis, pour l'instant, la LRU en l'état, le concours on va voir, peut-être on va faire des trucs qui vont ressembler aux UFM, mais on ne sait pas, c'est flou, voilà. 1000 postes, mais on ne sait pas la nature de ces postes. On va peut-être aller vers un concours à la fin de la licence,
vous voyez, une admissibilité, et puis fin du Master 1, une espèce d'admission, ceci hypothétique. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a de concret? Qu'est-ce qu'on a de concret? On est dans la continuité d'une même politique. 10% de fils ouvriers, 10,7% de fils ouvriers. Enseignement de classe, quoi. Enseignement de classe. Donc, je voulais conclure par un mot de, je ne sais plus, je relis les gens, c'était la phrase. Et être révolutionnaire, c'est être à la hauteur de la crise du capitalisme. Voilà. Donc, il ne faut pas se contenter d'adapter. Et ce qui nous manque, mon Dieu, qu'est-ce qu'on sait bagarrer contre? Mais on sait faire ça. Mais voilà, des projets, des alternatives. Des projets, des alternatives. Mais ce qu'on vit à l'université, et moi j'en souffre profondément parce qu'il y a des choses que je vais terminer là-dessus, moi j'ai tout vu à l'université. Et les gens n'ont pas, sauf des crimes. Et après, des viols, du harcèlement sexuel, des machins, des tournements. Il y a même des collègues qui faisaient des fausses missions au Japon alors qu'ils restaient à Pau, qui se faisaient payer bref. Et tout ça, ça se lève le linge sale de l'envoyer. Des fois, j'ai honte. Parce qu'on est en train de pervertir, je veux dire, voilà. On est en train, comment vous dire, de basculer vers un système marchand, vers un système qui n'est plus de service public, d'enseignement supérieur et de recherche. Et pour des raisons politiques, et idéologique. Donc j'ai essayé de prendre un peu de hauteur. Ça peut vous paraître caricatural. Oh là là, que ça n'est pas. Derrière tout ce que je dis, il y a des éléments, des anecdotes, des faits, des machins. Voilà. J'ai fait très vite parce que j'étais à le train depuis 9h du matin. Et voilà, je ne voulais pas trop me lasser. Et voilà un petit peu ce que m'inspire mes 30 ans à l'université. Voilà. Et depuis, je ne l'ai pas dit, ça c'est pas sur le programme, mais depuis le 1er septembre, pour des raisons syndicales, j'ai pris ma retraite. Parce que je considère qu'on ne doit pas tenir une longueur et qu'il faut donner l'exemple, donc j'ai pris ma retraite. Voilà. C'est tout. Donc je suis retraité de l'université, mais ça je ne le dis pas parce qu'en espagnol, les retraites, c'est les qualités. J'ai fini. Non, je n'ai pas rapport à vos avis, hein, parce qu'on ne va pas faire une question-réponse. Moi, ce qui vos vécu, je sais qu'il y a des collègues dans la salle, comment vous le vivez, si j'ai exagéré, pas exagéré, etc. Voilà. Je sais que toi aussi, vas-y, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos opinions. Hein. Oui. Alors, le premier, c'est, je pense que c'est toi, Lucien. Moi, ce que j'entends comme discours de l'université, je m'en doutais un petit peu, mais c'est l'école en général qui a exactement le même fonctionnement. De la maternelle à l'université, c'est pareil. Je veux dire, la logique ultra-libérale, hein, vous avez parlé du libéralisme. Tu as parlé. C'est l'ultra-libéralisme qui s'applique à l'école. On veut fabriquer non plus des citoyens libres et égaux en droit, on veut fabriquer des machines à consommer, des esclaves on veut consommer. Et l'autonomie à l'école, les lycées, la folle, c'est ce que je trouve de... Il y a des parallèles extraordinaires. L'autonomie des établissements, des EPLE, les fameux lycées, etc., secondaires, c'est pile poil la même chose. Alors les jeunes ne se sont pas mobilisés, alors on a fait venir des coins pour qu'il décoince un peu la situation, mais en fait il n'a pas fait grand-chose, il a fait passer la réforme comme les gens voulaient. Et là où j'ai un peu quelques regrets, c'est qu'il y a eu quand même des mobilisations, et après à un moment donné, bon, on attendait quand même une réaction des gens qui nous représentent quelque part, mais elle n'est pas forcément venue, parce qu'on a dit oui, on a augmenté un an la formation, etc., et pour la masterisation, justement. Et bon, il y a eu des signatures de la part de certains syndicats qui ont été bienvenues. Donc, je pense que le nœud du problème, c'est ça, la fameuse autonomie. Mais l'autonomie, il faut savoir que c'est la pire des choses. Parce que l'autonomie, on va d'abord donner beaucoup de moyens. Moi, je l'ai vu, j'étais au conseil d'administration des établissements, parce que c'est là que se passent les choses. Il n'y a pas de pouvoir, mais moi, on voit quelque chose. On peut dire à peu près ce que l'on pense. Et à un moment donné, on donne beaucoup de moyens, donc on dit, ben, tu es complètement stupide de râler, parce que finalement, tu vois, avant tu avais 4 ans, maintenant tu en as 5, qu'est-ce que tu vas nous faire suer avec cette autonomie? Mais là, on n'avait pas tout à fait compris, parce que c'est sur 20 ans que ça se passe, hein, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Puis on a 5 heures.
Je parle des maths ou des choses comme ça. Après, on n'en a plus que 3. Parce qu'il y a des seuils. Il y a l'horaire obligatoire, et puis après, il y a en Angola. Et alors, l'horaire normal, c'est 4 heures. Après, tout le monde est à 3 heures. Et alors, pour que ces choses... Pourquoi pour supprimer les postes. Et aussi, pour faire en sorte que l'enseignement qui est dispensé soit vraiment du pipeau. Utilitariste. Tout à fait. Du pipeau, je donne un exemple. Les mathématiques en seconde, hein, je sais pas, tu vois. Il y avait les vecteurs, je sais pas, les études de fonction. Voilà. La croissance d'une fonction. En seconde, c'est merveilleux. On fait des taux d'incroissement. Enfin bref, je parle dans le détail. Pour que les parents ne voient que du feu. Dans les programmes, on ne fait pas d'obligation spécifique, on fait du flou artistique. Et on fait croire qu'il y a encore l'étude des fonctions. Qu'il y a encore, oui. Mais l'étude des fonctions, ça se fait comment? On tape sur la machine une fonction, on voit qu'elle grandit comme ça, on dit elle est croissante. Et puis voilà. Et ça, on appelle ça de la connaissance et du savoir. C'est de la monnaie de singe, ça. Et ça, je trouve que c'est la pire des escroqueries. Parce que, et la pire des escroqueries, et ça, je trouve que c'est excellent ce que vous avez dit, c'est que... Ce que tu as dit, c'est entre militants, non? Ouais. Ce que tu as dit. Non, c'est toujours pas notre Je pense... Oui, Je pense que les enseignants ne sont pas conscients, mais tu dis que des conneries. Et ça, je trouve ça lamentable. Parce qu'ils disent, bon, on est des fonctionnaires, il faut obéir. Mais enfin, à un moment donné, quand on nous dit de tirer une balle dans le pied et qu'on le fait quand même, on doit désobéir quand même à un moment donné. Désobéir, ça ne veut pas dire avoir le couteau entre les dents, d'aller tuer le chef d'établissement. Ça veut dire être capable de dire non. Et plus personne dit non. Plus personne. Ils ont la trouille du chef. Même les gens qui sont sous contrat, ils ont la trouille du chef. Attends, aujourd'hui à l'université de syndiqués qui font leur ta carrière. Hein. Oui. Il y a encore des gens assez fous pour être, là-dedans. La question se pose la question des contre-pouvoirs. Vas-y, non. Tout à fait, vas-y. Non, vas-y, c'est très... Vas-y, bon sang pour Et l'autonomie des établissements, le chef d'établissement, il a le droit de recruter n'importe où. Les concours, c'est du pipi de chat. Bon, il y aura 10% de personnes qui seront recrutées sur le concours, mais à la limite, il a même un volant parce que c'est lui qui va payer à la fin. Oui. C'est lui qui va payer les enseignants, ça personne ne sait. Et aujourd'hui, il a à sa disposition depuis 2010, hein, la fameuse réforme d'Arcos qui est devenue la réforme de notre pantin, depuis 2010, il a le droit d'utiliser un quart du temps qui est disponible pour enseigner. Écoutez bien, hein. Je veux dire, on a 4 heures de maths, il peut très bien prendre 1 heure de maths, je prends les maths parce que j'ai enseigné les maths, mais c'est pire ailleurs, hein. Le français c'est massacré complètement. Donc il a le droit, à la limite, de mettre ça pour enseigner je ne sais pas quoi. Le cirque, par exemple, parce que c'est aussi, l'art du cirque, c'est d'enseigner, ça. C'est important, ça. Ça, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Et alors, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'en seconde, on prend des cours fondamentaux de physique, par exemple. Après, on se plaint qu'il y a des chercheurs, que les gens ne comprennent plus rien. On ne fait plus de cours. On fait de la thématique. Alors, la thématique, on a d'abord baissé les programmes. Ça, c'est clair. On a baissé les heures d'enseignement. Alors, on a fait semblant de laisser le même nombre d'heures, mais on a obligé les enseignants à faire des trucs complètement nuls. Ça veut dire qu'ils vont mesurer l'épaisseur des cheveux. Ils vont faire des enquêtes à la... Comment ça s'appelle, à Derrick, hein, ou des trucs comme ça, les experts. Enseigner maintenant la physique en seconde, c'est être un expert TF1. On se réfère aux émissions de TF1. Donc vous voyez quand même la fameuse école de la République, celle que je crois être la vraie. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, je peux choquer des gens, c'est vrai. L'école de la République, ça veut dire quoi? C'est donner l'accès au savoir à tout le monde. C'est tout. Aujourd'hui, ça s'est contesté. Et là où je trouve que c'est très grave, c'est qu'on utilise, et sans que nous y voyions rien. Quand je dis nous, c'est les gens qui théoriquement sont experts dans l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants. Et là où c'est grave, c'est que les parents, voyant que les enseignants cautionnent, disent rien, disent que tout c'est bien. Et ça, c'est une responsabilité morale que nous avons prise. Et ça, c'est grave. Alors là où je trouve que, là où ils sont très forts, les ultra-libéraux, et je crois que l'université c'est pareil, c'est qu'ils ont utilisé, sous prétexte des 68, etc., la libération, je suis d'accord avec ça, attention, je ne suis pas un ringard de première avec le truc au talon, avec l'armée, tout ça. Ils ont utilisé la pédagogie pour faire en sorte de dire que le savoir c'est ringard. Et le savoir dans l'école, c'est fondamental. Ce qui émancipe, c'est le savoir.
Là, aujourd'hui, on va aboutir, on va faire de la... ce que tu as dit, là, c'était quoi? C'était de la... du pseudo-savoir, enfin, être capable de l'employabilité, des choses comme ça. On fait plus de concours maintenant, on n'a plus d'examen, le baccalauréat c'est trop cher, vous comprenez? C'est pas normal. Et on fait un exprès peut-être, enfin là je fais un peu de la théorie du complot, excusez-moi. On fait semblant qu'il y ait des fuites, donc il faut recommencer, ça fait les manchettes de la Lune, de tous les journaux télévisés et autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la carte des compétences. On va mettre ça dans un ordinateur, les patrons ne vont ranger pas l'État. C'est la dépossession de tout le pouvoir de l'État régulateur qui se fait à travers cette école ultra-libérale. Oui, il y a deux conférenciers. 10 secondes, je lui réponds. C'était très pertinent ce qu'il a dit. Simplement, on ne peut pas dire, attends, je crois qu'il faut dire qu'on est pour l'autonomie. Mais, parce que c'est une conquête, attends, moi, c'est une conquête, c'est la loi Faure, hein. C'est 68, c'est 69, c'est la loi Faure. Mais dans l'autonomie scientifique, pédagogique, etc., diversité, et on veut un cadrage national fort. On veut des programmes nationaux, on veut la reconnaissance de la valeur nationale, des diplômes, etc., etc. Plus d'État. Voilà, à un moment donné. Mais il faut, parce que si tu veux citer, par exemple, je connais bien l'Amérique latine, il a fallu du sang pour conquérir l'autonomie en Argentine dans les années 20, etc. Hein. Le mouvement de l'autonomie des universités, le mouvement de la réforme universitaire en Argentine, Cuba, etc. Très important. Donc voilà, on ne peut pas dire on est contre l'autonomie. On est contre, aujourd'hui, c'est une fausse autonomie, en trompe-l'œil, il y a les dérives de l'économie, etc. D'ailleurs, on n'a jamais été, moi j'ai jamais vu autant d'experts que depuis qu'on a l'autonomie. Oui, donc voilà. Mais tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, parce que ça montre bien que c'est une offensive globale. Oui, ah pardon, excusez-moi. Ah, oui, alors, excusez-moi. Oui. J'ai dû perdre mon mouchoir qui me sert à pleurer. Ma préoccupation, c'est un peu utopique, mais c'est comment on change le pouvoir à la société et par conséquent, comment on a demain le service public qui correspond aux besoins de toute la société entière et non pas au pouvoir aux mains de ceux qui la dirigent aujourd'hui. Et j'ai toujours une illusion qu'on le fera avec les gens tels qu'ils sont. Individualistes, divisés et compagnie. Plus fort, il n'entend pas. Oui. Alors je recommence depuis le début. Non. Je ne veux pas pleurer sur aujourd'hui, pour dire ça autrement. J'ai envie de chercher, ici, avec d'autres, quels sont les chemins d'une véritable alternative. Non, je vais monter la voix, le micro, et je crois que ça se fera avec les gens tels qu'ils sont. Oui. Alors, je ne suis pas surpris que l'école à tous ses niveaux, je ne connais pas spécialement le supérieur, mais je suis en train de la fonction publique, et les services publics en général soient adaptés aux besoins des capitales. Le contraire serait surprenant. Et que le capital a changé. C'est plus le capital qui a une marge d'industrialisation, c'est plus le capital qui a face à lui la concurrence d'un système qui ne fonctionne pas exactement pareil, qui s'appelle socialisme, et qui développait sur un certain nombre de domaines, recherche et compagnie. C'est le capital à peu près maître de la planète. Tu mets des guillemets, socialisme. Oui. Dans ce qu'on fera, tu veux dire? Non, tu dis qu'il a... Non, j'ai pas envie d'entrer dans cette discussion, parce que là, tu t'es référé, tu as employé un certain nombre de gros mots. Je suis communiste fidèle, etc. Ça tombe bien, moi aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était pas le socialisme. Non, mais si tu veux. Et si tu veux, il est tout à fait normal que l'on emploie des nouvelles méthodes de gestion, le management, comme on dit en anglais, etc., tel que tu l'as brillamment écrit, mis en conférence à tous les niveaux, individualisation et compagnie. Question simple, bête, peut-on changer discrètement les critères dans le dos de ceux qui décident vraiment? En termes clairs, mon opinion, mais sans doute un peu dogmatique et un peu ancienne, celui qui a le pouvoir, il a les critères. Et on ne va pas faire une bonne gestion progressiste aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va se battre pour voir. Alors, alternative. On peut soit valoriser les bons modèles, former l'homme, le travailleur, le citoyen. Je suis pour. J'ai entendu l'école de la République. Je suis pour. Je suis pour la justice sociale. Je suis pour l'esprit critique. Je suis pour l'humain d'abord. Je suis pour beaucoup de choses comme ça. Ça fait un peu court. Les valeurs, c'est bien.
Je suis pour, je partage tout ça. Ça ne fait pas les contenus. Et de ce point de vue-là, ce que met en œuvre l'actuel gouvernement, après les précédents, hein, c'est-à-dire le dialogue social à répétition, refonder l'école de la République, il y en a autant que tu voudras, je ne connais pas comment c'est dans le supérieur, mais ça doit être la même sauce. Je ne crois pas que ce soit si anodin et poudre aux yeux. Ils ont besoin d'associer à leur entreprise de démolition, ou plus exactement d'adaptation, des personnels. Ça passe par ça. Ce n'est pas des cons. Ils mènent la lutte de classe avec esprit de conséquence, quelquefois avec plus d'esprit de conséquence que nous. En termes clairs, pour être un petit peu court, il y a le volet abrogation des textes éventuellement, LRE, ARS et compagnie, bon, d'accord. Il y a derrière quand même l'articulation avec l'outil économique. S'il y a le TSCG, excusez-moi, il ne peut pas y avoir là-dedans un service public de l'enseignement supérieur qui se développe de façon miraculeusement hors de ces contraintes, de ces missions que lui a donné Bologne, de ces moyens que lui refuse le TSCG. Pas rêver, quoi, je veux dire. Hein. Il n'y aurait pas un îlot de non-marchandisation, quel qu'il soit, à part un petit village, bien entendu, hein, mais je veux dire qui échapperait aux lois dominantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a derrière, c'est peut-être un gars, c'est là où peut-être il faudra voir, il y a quand même un pouvoir des monopoles, des grands monopoles, des très grands monopoles. Je ne sais pas très bien ce que veut dire aujourd'hui dépasser. Est-ce qu'on est sur une route de campagne où les grands monopoles sont bagnoles et on leur dit « Oh les gars, vous ne gérez pas la société dans l'intérêt collectif ?» Ah, ici on s'excuse, hein, on va vous laisser passer, on se rend bien compte que c'est pas bien ce qu'on fait, on sabote la nouvelle génération, on fout des mecs au chômage et tout et tout. Non, non, vraiment, je vous en prie, messieurs, passez, etc. Ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire. Dans le socialisme que tu décris avec guillemets, mais ça s'est fait aussi bien en 17 qu'à Cuba que tu connais en 58 et dans d'autres pays, effectivement par un changement effectif de pouvoir. Et la question que je pose, c'est précisément quand est-ce que seront posées dans les revendications quotidiennes, il faut se battre contre la recentralisation de l'EFAC, il faut se battre contre une fermeture de classe, il faut se battre contre le RASEC, etc. Toute bataille est importante, etc. Mais quand est-ce qu'on pose en perspective effectivement la construction de la seule alternative aujourd'hui qui s'appelle le socialisme. Tu mets l'étiquette que tu veux, ancien, nouveau, 21e siècle, 20e siècle, ça je m'en fous. C'est du débat qu'on réglera demain dans l'histoire parce que ni toi ni moi n'en a les moyens. Mais quand est-ce qu'on aura? Sinon, qu'est-ce que fait? On accompagne. Alors on a beau jeu ici de dire les socialistes, etc. Ouais d'accord, c'est pas un scoop. Il n'y en a pas d'autres qui accompagnent? Dans la fédération, on est dans la même fédération, hein. Le FSU, toi aussi, etc. J'ai lu des textes de la FSU, du SNES, mon syndicat, mais c'est valable pour le mien, hein. Le SNES, etc. C'est valable pour la CGT. Mon Dieu, ils sont vraiment dans le syndicalisme de la marche, hein. D'abord, ils sont dans la CES et compagnie, mais y compris sur les terrains de SNES, pas faire de polémique, sur les questions de l'Irak, de la guerre en Syrie. Putain, c'est du nouveau, ça, pour les syndicats. C'est pas la culture des insultes, tu as raison. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, si tu veux, moi, la dénonciation véhémente de la dégradation existante, évidemment, qui fait des dégâts, hein, depuis les suffit à Pôle emploi, en passant par les générations qui ont ça, comment on va de... Je n'ai pas envie de revenir, les socialistes, ils font leur boulot, ils le font très bien, Papa Andréou l'a fait très bien, Zapatero l'a fait très bien, il l'a fait très bien. On ne va pas redécouvrir que l'eau est liquide. Ils gèrent les affaires de compte capital, on y a prêté la main, quand est-ce qu'on cesse d'y prêter la main et d'engager vraiment entre le quotidien qui lui est quotidien, les revendications, etc., les véritables alternatives, et je m'excuse, moi je suis en science totale, je ne vois pas aujourd'hui, au stade d'accumulation du capital, de crise profonde, parce que peut-être parce que je reviens il y a 15 jours à avoir vu les Grecs, hein, ça va m'influencer un petit peu, d'autres alternatives, effectivement, que la construction du socialisme dans les conditions d'aujourd'hui. J'en vois pas d'autres. C'est bien le moment nous dit qu'on va faire. Ça déménage. Oui. Je peux préciser, je vais quand même ajouter que je suis au Front syndical de classe, c'est-à-dire que ça me donne une petite compensation, je ne suis pas qu'au FSU, je suis aussi membre de la FSM au titre du Front syndical de classe. Voilà. Oui, dirigé par une responsable, Daniel Poirix. Non pas dirigé par elle, mais enfin... Bon, c'est une amie. Vas-y. Je lui transmettrai. Pardon. Ah là là. Bon, allez, vas-y. Je vais revenir plus au niveau du fonctionnement de tous les jours. Oui. Tu as dit que l'université ouverte à tous, c'était fini. Oui. Pas vrai du tout. Ça dépend ce que tu entends par l'ouverture d'université. L'université est effectivement ouverte à tous, tout le monde peut y rentrer, tu es d'accord? C'est ça. Bon, d'accord. La suite, ça va de soi, c'est qu'il y a un déchet énorme au niveau de la licence. Le premier cycle.
au premier cycle. Alors tout ça, ça vient du fait que c'est ouvert pour tous, qu'il y a un vivier de bacheliers qui ont des bacs pro, quelque chose comme ça, dont on ne sait plus que faire parce qu'on ne veut pas d'eux en IUT, parce que maintenant l'IUT est trop sélective, on ne veut bien sûr pas d'eux en classe préparatoire, donc ils peuvent rentrer que là. Or, ils n'ont éventuellement pas du tout la formation idoine. Paris 8, on a un bon exemple. Ni les moyens, bien sûr. Pour autant que je sache, à Paris 8, ils acceptent 20 ou 30 à Saint-Denis, ils acceptent 20 ou 30% des bacs pro avec un succès en licence de 1%. Absolument incroyable, ça. Alors, pour moi, c'est un peu le service militaire d'antan, ça. On a un vivier de 2 ans de jeunes dont on ne sait pas quoi faire. Oui. Et les profs, on les fout dans le service militaire, maintenant, profs, on les fout à l'université. J'ai envie de dire ça. Ouais, on les nourrissait au moins. Ah, on les nourrissait, là, tu as raison. Oui. Bon, alors, quelle est la position, on se les suit, d'une manière générale, par rapport à ce problème des jeunes qui sont là? Et il faut les accepter. Alors qu'on sait que c'est un... Si tu veux, la question fondamentale, c'est l'échec en premier cycle. Ça, tu ne peux le régler qu'avec des petits groupes, avec des moyens importants et des petits groupes. C'est vrai que, si tu veux, aujourd'hui, notamment à l'être chez moi, on y vient par défaut. Et il y a ces bacheliers dont tu parles, etc. Aujourd'hui, si tu veux, nos filières sont des filières de relégation. Les filières sélectives sont les IUT, les classes préparatoires, les sections de techniciens supérieurs, etc. Ça marche. Si tu veux. Et il y a, je crois que j'avais des chiffres par là, sur, oui, 1 400 000 étudiants, tu en as 1 250 000 dans les universités, le reste sont dans ces filières. Mais quand même, le Monde parlait d'une baisse de 10%, c'était en septembre, des effectifs du supérieur en 5 ans. D'effectifs étudiants. Voilà. Donc, Toutes disciplines confondues. Et toutes disciplines confondues. Voilà. Tu as raison. La question fondamentale, c'est la question de l'échec et du premier cycle. Mais alors, on nous a proposé des tas de solutions sans vrais moyens. Des tuteurs, du bricolage, quoi. Et ça, c'est parce que, si tu veux, là, c'est insupportable, parce que c'est un échec social. Ça, c'est insupportable. Et je suis persuadé, moi je me rends compte par exemple, que quand, en cours de civilisation, je dicte mon cours, au lieu de parler je le dicte, je prends le temps, etc., j'ai 60% de moyenne. En première et en deuxième année. C'est-à-dire qu'on peut, en travaillant autrement, mais il faut des moyens, il faut des groupes réduits, etc., etc., etc. Je crois qu'on peut porter, on a les moyens de porter tout le monde à un niveau de réussite, mais ça suppose, moi j'ai des amphis en civil entre 120 et 150 pour cette année. Hein. Comment tu veux faire? Donc, moi j'ai choisi de ne pas traiter tout le programme, d'aller lentement, etc. Voilà. Mais ça suppose une refonte, ça suppose maintenant de faire, moi je propose que ce premier cycle soit une espèce de tronc commun, tu vois. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent du lycée, avec des enseignements, et de consolidation en même temps, tu vois. Voilà. Et qu'ensuite, il y ait des voies, mais que ça ne soit pas immédiatement spécialisé. Parce que ça, c'est ségrégatif. Donc on a un très très gros problème au niveau du premier cycle. On a tout essayé, sauf des moyens, sauf des petits groupes, sauf un enseignement plus individualisé, au niveau, revenir sur les acquis du lycée ou sur les non-acquis du lycée, etc. Voilà. Je pense que si on fait ça, on n'aura pas cet échec, ces 25% ou 20% qui sortent sans rien et qui sont les fils de pauvres. Qui sont des fils de pauvres. Ça, c'est insupportable. Pour un enseignant, si tu veux comme moi, qui suis fils d'immigré, c'est très douloureux, mais en même temps, tu fais ce que tu peux, mais tu es face à une situation où... oui, vas-y. Attends, non, vas-y, non, je revenais tout à l'heure, continue. Oui, vas-y, non, ok, vas-y. Je continue tout à l'heure, vas-y. Michel? Oui, alors je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas prof, c'est juste pour situer. Et la question d'autonomie des universités m'intéresse pas seulement à titre de parents de 2 enfants scolarisés à l'université, dans les universités de relégation, que sont par exemple l'université de Paris 8, anciennement Vincennes, actuellement Saint-Denis. Parenthèse fermée, c'est pour situer, puisqu'on dit chacun d'où on parle. Mais moi, je vais revenir sur la question. Parce que ce que nous explique et décortique brillamment Jean,
qu'on connaît par bribes, hein, puisqu'on est ici des militants, moi je veux l'étendre. Ce qui se passe dans l'université se passe pour tous les services publics. Et ce qui se passe pour tous les services publics en France est totalement dicté par l'Union européenne. La disparition du mot service public de l'Union européenne, je le martèle depuis 5 ans, arrêtons de parler de service public en France, ils n'existent plus. Ils ont été rayés de la carte par l'Union européenne qui leur a, tu parlais de la gouvernance, de tous ces mots magiques, j'appelle ça moi des mots magiques, mais qui a liquidé parce que c'était une spécificité française et que quand on est 27 pays dans l'Union européenne, eh bien on vient sur le plus petit dénominateur commun, évidemment, et ça s'appelle des services d'intérêt économique général. Bien sûr. Point barre, l'université ne va pas y échapper, l'école ne va pas y échapper, la santé ne va pas y échapper. Alors je sais que c'est dur et on peut entrer dans le déni, et je pense qu'il y a une partie considérable du monde syndical, quels que soient les secteurs d'activité, qui n'a pas accepté ce fait-là. Donc, moi, je vous demande, camarades syndicalistes, arrêtez de parler de la défense du service public. Ce service public est d'ores et déjà mort. D'accord? Donc, il faut construire autre chose. Il faut reconstruire des services publics, mais pour cela, il faut commencer par attaquer l'adversaire. Et l'adversaire, aujourd'hui, direct, c'est l'Union européenne. Ce n'en est pas un autre. Celui ou celle qui peut me montrer un autre adversaire aujourd'hui prioritaire, il n'est pas né, croyez-moi. Parce que moi, ça fait 5 ans que je bosse sur les services d'intérêt économique général. Et j'attends chaque année avec impatience qu'il y ait un secteur qui tombe d'une manière visible. Et là, depuis un certain temps, c'est les universités. Et tout ce que tu racontes a été appliqué à d'autres secteurs. Oui, les contrats d'objectifs, les partenariats publics-privés, etc. On a ça dans la santé, mais on a ça aussi dans le monde associatif, on a ça dans les collectivités territoriales, on a ça avec la complicité des élus, y compris avec la complicité des élus communistes, enfin, qu'on appelle maintenant du front de gauche. Donc, on s'attaque à... Si on veut gagner, il faut évidemment renverser le rapport de force. Et donc, il faut chercher la cause commune, camarades. La cause commune qui fait que ça ne paraîtra pas être une profession qui défend ses intérêts. Parce que c'est comme ça, vous connaissez bien la manière dont ça fonctionne. Donc, ces enseignants nous emmerdent encore à faire la grève, alors qu'ils ont je ne sais pas combien de vacances. Ils sont jamais contents. Et c'est l'hôpital ceci. Et c'est encore les mecs de la RATP qui font la grève et on est emmerdés, etc., etc. Cause commune. Et la seule cause commune, c'est la désignation de l'adversaire commun, et il n'y en a qu'un. Pour le moment, clairement, c'est l'Union européenne. Et ça, personne ne le dit dans le monde syndical. D'ailleurs, dans le monde politique non plus. Parce qu'on veut changer de l'intérieur. Donc, si on veut élargir, et ici on est là pour ça, hein, pour comprendre et puis pour faire en sorte qu'il y ait des luttes un peu plus, on va dire, convergentes. Pas seulement convergentes, si, convergentes, mais qui s'appuient les unes sur les autres. Moi, je suis nulle en mathématiques, mais les trucs de convergence, je suis pas sûre que ça s'appuie quelquefois. Enfin, je sais pas comment c'est, on a des profs de maths là. Hein. Par exemple, j'ai déjà entendu à TAC, on parle de convergence parallèle, par exemple. Moi, j'ai du mal à voir comment on fait des convergences parallèles, même en faisant pas de mathématiques. Mais... On n'attaque pas les camarades. Je n'attaque pas les camarades, je cherche à comprendre ce qu'est une convergence parallèle. Mais s'épauler et montrer ce qui est notre ennemi, notre adversaire commun, c'est faire comprendre aux usagers, non seulement aux collègues, comme vous dites, mais aux usagers de l'université, aux usagers de l'école, aux usagers de l'hôpital, ce qui se passe et pourquoi ils sont traités de cette manière-là. C'est en faire des citoyens actifs et des parties prenantes de la lutte. Et donc, moi voilà, je vous en prie,
Parlez-nous de ça. Mais c'est important ce que tu dis, parce que si on arrive à montrer aux uns et aux autres que ce sont des mêmes logiques à l'œuvre, on travaille tous ensemble, tu comprends? Parce que combien de fois tu te trouves avec un mouvement d'engagement d'enseignement, avec du fractionné, du corporatiste, etc., alors que les logiques à l'œuvre sont les mêmes. Tu vois? Comment construire tous ensemble? Ouais, mais comment les désignons l'Union européenne qui est non, mais d'abord expliquons. D'abord expliquons. Tu vois. Expliquons. J'entends pas la FSU expliquer, j'entends pas le CSU l'expliquer. Tu veux que je te dise que la FSU est un ventre mou? J'entends pas le SUIPP l'expliquer. Ils sont combatifs, un peu plus que les autres. Combatifs peut-être, mais européistes. Mais pour l'Europe sociale. Écoute-moi. Je ne te parle pas du front syndical de classe. Non, mais attendez. Ne tirons pas. Attends. Je disais tout à l'heure, nous avons quand même préservé un certain nombre de choses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est... Attends. Non, tu ne peux pas dire que le service public a complètement disparu, c'est pas vrai. Nous avons préservé un certain nombre de choses. Ce qu'il faut, c'est le consolider, le revivifier, l'élargir le champ du service public, etc. Donc, il ne faut pas dire que c'est comme là, non, que le service public n'existe plus, c'est pas vrai, ça fait le jeu des autres. Alors, que l'ennemi soit, oui, l'Union, ouais, d'accord, et moi je préfère que ce soit le capitalisme que, bon, d'accord, parce que l'Union européenne, elle est au service d'eux, etc. Ça, oui, d'accord. Voilà. Mais attends, le camarade disait comment on le change. Comment on le change? Parce que la vraie question, elle est là aujourd'hui, si tu veux. Parce que moi, je suis au carrefour de plusieurs appareils, de plusieurs précarés. Et c'est pas facile pour moi, et je mène des batailles de l'intérieur, etc. D'abord, pendant 20 ans ou 30 ans, on a été battu sur les valeurs et sur les idées. Hein. On a perdu la bataille idéologique. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut repasser à l'offensive. Nous avions laissé de côté, par exemple, le gros mot lutte des classes. Souviens-toi, la manif pour les retraites, tout d'un coup à Paris, on va débattre, je lutte des classes. Tiens, on n'aurait jamais dû. Voilà. Aujourd'hui, tu as raison. Il faut que ce soit un métis d'Indiens et de Noirs, ensemble, gris, comme disent les bourgeois, Chavez, qui en 2005 disent le socialisme du XXIe siècle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas le soviétisme, c'est un laboratoire. Désignons un cap. Désignons un cap. Voilà. Et ensuite, si tu veux, il faut travailler avec les gens tels qu'ils sont, d'accord. Mais, comment vous dire? Moi, je suis persuadé, qu'est-ce qui s'est passé à l'Amérique latine? À un moment donné, le bipartisme, etc., le consensus de Washington, tout ça a fait faillite. Il y a eu des mouvements d'espèce d'insurrection au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, c'est parti d'en bas. De nouveaux mouvements sociaux, de nouveaux acteurs sociaux. Les partis traditionnels se sont effondrés. Il faut dire quand même que la social-démocratie, en 89, Carlos Andrés Pérez, président du Venezuela, fait tirer sur le peuple, 3000 morts. Hein. Bon, donc tout ça, ça s'est effondré. Et les mouvements populaires, les nouveaux mouvements sociaux, ont construit d'en bas des outils politiques et des alternatives politiques. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas... Moi je dis, il faut revenir à la radicalité. La radicalité, c'est pas le dogmatisme. Vous cherchez sur le dictionnaire, radicalité, attaquer le mal à la racine. Voilà. Il faut, bien sûr, il faut travailler. Écoutez, sincèrement, quand je vois le Front de gauche, tu parlais du Front de gauche, c'est une initiative que moi, vraiment, je pense que c'est quelque chose de nouveau. On est en train de se marquer à la culotte pour savoir qui va être hégémonique, si tu veux faire 2%, si moi 3%, etc., etc. Je crois que là, on a un rôle à jouer pour bousculer tout ça, pour dire, il y en a marre de cette stratégie de précaré, de boutique, etc., boutiquière d'appareils, etc., etc. Il y en a marre, créons des comités partout, ouvrons les portes et les fenêtres, bousculer, etc. Je crois qu'à un moment donné, on a notre rôle à jouer. Même si, de l'intérieur, comme tu dis, de l'intérieur, moi je le fais, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, bon, tu secoues quand même. Mais sinon, on va passer notre temps à perdre des batailles, à être contre, à résister, etc. Et dire, oui, des alternatives sont possibles. Alors, lesquelles sont les alternatives? Les printemps arabes? Bon, c'est devenu l'hiver, hein, l'automne. Moi, je dis aux miens, il y a quand même des pays, alors certes c'est sauvage, des Indiens vaut mieux que d'autres, tu l'auras, etc. Mais il y a un continent qui montre que le capitalisme peut être, tu veux dépasser comme tu veux, c'est l'Amérique du Sud. Putain, mais on a l'impression qu'on est tétanisé, quoi. On est tétanisé. On marque des points. Moi, si vous voulez, quand je discute avec les camarades d'Amérique latine, ils me disent, nous, on cherche. On n'a pas
on n'a pas de catéchisme. On veut un socialisme qui ne soit pas socialisme d'État, qui ne soit pas soviétisme, etc., etc. On veut, alors ils me disent, on veut mélanger dans un mixeur là, la théologie de la libération de l'Église. Bienvenue, hein. Monseigneur Abder Camara, Monseigneur Romero, et on les appelait les chiens rouges, je me souviens, j'avais discuté avec Romero. Et Camara disait, quand on me demande, quand j'aide les pauvres, je suis un saint, quand je leur explique pourquoi ils sont pauvres, je suis un sale communiste. Voilà. Deuxièmement, ils y mettent les libertadores, Martí, Bolivar, c'est-à-dire un socialisme endogène, hein, bien enraciné dans le modèle. Ils y mettent le vieux barbu, Marx. Bon. La théologie, la cosmogonie des communautés indiennes, le point de vue, intéressant comme concept, il faut. Vous voyez, ils mixent tout ça, et voilà. Et on gagne et on avance. Et on renationalise. La mère Kirchner, péroniste, c'est du sous-sous-sous, là, en théologie. Renationalise, etc. Elle a rationalisé le pétrole. Plus d'État, plus de nationalisation, plus de services publics, plus de ça. Ils nous disent, ils ont fait une réunion, ces sauvages, il y a un an, à Asunción, au Paraguay. Le texte, je le lirai demain. Ils disent à l'Europe, vous êtes en train de faire tout le contraire de ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Nous, on a déjà connu ça, consensus de Washington, dans les années 90, on a payé pays cassés, brisés, etc., etc., etc. Et nous, on bouderait. Donc, oui, des alternatives sont possibles. La preuve. La preuve. Je n'ai pas dit des modèles. Des alternatives sont possibles. Oui, c'est possible de dépasser, parce que, vous savez très bien, le postulat du PS, c'est qu'il n'y a pas d'autre système possible que celui-là, donc il faut le gérer, comme je disais tout à l'heure, à la vaseline, pour que ce soit le moins douloureux possible, avec quelques marges. Et avec le traité de stabilité budgétaire, les marges. Oui. Non, mais cette Europe-là est un corset. Donc, je crois que la question, c'est bâtir une alternative et la bâtir ensemble. Voilà. Moi, quand je vois les uns d'un côté, les autres de l'autre, on se surveille, on se marque, etc., je t'aime moi non plus, etc., je me dis, attends, comment est-ce possible? Et bien, je crois que c'est à nous, sincèrement, je crois que c'est à nous de leur dire, merde, ça suffit, quoi. Nous, on veut un front commun qui aille du parti de gauche à Niconor, au machin, au mouvement, au NPA, à toutes. Mais attendez, je ne dis pas pour. Non, attendez. Moi, j'ai la position par rapport au PS. Le PS, dans l'histoire, il n'a avancé qu'un coup de pied au cul dans le derrière, que par rapport de force, etc., etc., etc. Donc, il faut qu'un rapport de force de classe, qui permette de tirer toute la gauche sur des positions de classe. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'homme, mais c'est possible. Voilà. Parce que c'est quand même pas l'ennemi de classe le PS, même s'il s'est rallié au néolibéralisme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous? Voilà. Reprendre un langage de classe, revenir à la radicalité, au discours. Tu vois, je suis communiste. On prépare un congrès. Bon. D'abord, moi, je m'intervenais sur l'Amérique latine en leur disant, vous n'en parlez pas assez. Et deuxièmement, moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise, on va vers... Vous savez, pour avancer, c'est Galeano qui dit ça, il faut une étoile, il faut un horizon. Alors, plus, comment dire, il dit Galeano, plus j'avance et plus il s'éloigne, mais il m'aide à marcher. Ça, c'est sacrément beau. Je pensais qu'ils allaient me proposer un horizon, et ils font congrès rock'n'roll, et ils veulent rallumer les étoiles. Il faut beaucoup de briquets. Hein. Voilà. Donc, non, mais, rallumer les étoiles, oui, c'est d'Apollinaire, c'est magnifique. Hein. D'accord. Voilà. Mais vous voyez, je crois que le problème, c'est pas la droite, c'est nous. Malheureusement, c'est nous. La gauche de transformation, la gauche de combat, etc. C'est nous. C'est nous, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas prendre demain l'initiative de créer des comités? Moi, j'ai pris cette initiative à Pau, de créer un comité très large. Il se trouve qu'à Pau, j'ai un apparatchik du PC qui s'appelle Tartignol. Ah oui, bon, ça va, je m'en fous, je veux dire. Je ne vais pas lui laisser le communisme. Vous voyez ce que je veux dire? La résistance, les guerriers, l'antifascisme, l'internationalisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure en mangeant, moi je suis communiste. Pourquoi? Parce que Franco a fusillé 7 personnes dans ma famille. 7. Donc, avec ou sans Viagra, je lève le poing jusqu'à la tombe, au nom des miens. Vous voyez? Et ça, je ne veux pas le leur laisser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on en fait de ces valeurs? L'internationalisme. Est-ce qu'on revient à tout ça? Ce qui me frappe, c'est que je tourne depuis plusieurs jours avec un groupe que vous allez écouter chez Isabelle Dordain sous le pont des artistes. Communel. Ils ont repris les chansons de la guerre d'Espagne
de façon rock. Et moi, avant, j'interviens sur l'histoire à la mémoire, etc. Et on a des centaines de jeunes qui remuent le cul en levant le poing. Il y a des tas de forces disponibles. Ce qui manque, c'est de l'enthousiasme, c'est une perspective, c'est une alternative. C'est ça qui manque. Voyez, parce que tu as raison quand tu parlais des ministres communistes. On n'a jamais autant privatisé qu'avec nos ministres au gouvernement. D'ailleurs, ils n'appellent pas privatisation, ouverture du capital, ouverture, etc. Et voilà, bien sûr, là on n'a pas joué notre rôle. Là on n'a pas joué notre rôle. Je pense qu'aujourd'hui, ces forces-là ont un peu rectifié, tu vois ce que je veux dire. Mais sur l'Europe, moi je suis plus proche du discours de Jacques que du discours des miens. Du MPEC, tu Du MPEC. Oui, mais j'y suis. Non, je suis pour le petit groupe de Jacques Nikonov, oui. Bien sûr, parce qu'il porte un discours. Je ne crois pas. S'il faut attendre que les 27 membres ou les 29... Mais attendez, alors on va attendre longtemps, hein? Longtemps. Je veux dire, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison sur le fond. Tu as raison sur le fond. La question, c'est pas... Il faut passer à l'offensive, il faut passer des alternatives, etc. ensemble. Mais il faut arrêter d'être boutiquier. Arrêter d'être boutiquier. Et qui c'est qui est boutiquier?